Alex, il a un projet de dingo. Donc moi, j'ai commencé à le suivre sur Instagram parce que c'était fou. On a commencé à discuter parce que j'étais en voyage en Amérique du Sud. D'ailleurs, ça touche à sa fin, un peu triste, mais ça va, il me reste quelques mois. Mon gars, ça va aller. Ça va aller. Après Rio, c'est dur. Ouais. Et puis, j'ai contacté Alex. On a vu qu'on était plus ou moins sur le même endroit et qu'on allait tous les deux à Rio de Janeiro. On s'est rencontrés ici et là, il faut absolument que je vous raconte ce qu'il fait parce que c'est fou. Alex Hubin, qui es-tu et qu'est-ce que ce projet Tropicalex? Mais du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Alex Hubin, mais vous pouvez m'appeler Tropicalex. On va directement parler du projet alors, hein, si on entame sur les chapeaux de roue comme il faut. Je suis venu ici pour faire un gros projet en fait. Je suis venu ici, mais je vais aussi ailleurs. Mon projet, il s'appelle le Tropics Project. Et il consiste à être la première personne au monde à escalader le point culminant de chaque pays du monde. Du coup, voilà, il y a 197 pays, j'ai 197 sommets plus ou moins à gravir. Il y a 2-3, on va dire, limites à ça, mais c'est l'idée. Et là, je suis dans la phase 1 de mon projet, en Amérique du Sud. Je suis venu, comme toi, en stop depuis l'Europe, en traversant l'Atlantique en voilier. Et je suis arrivé sur le continent, je pense, il y a 3 mois. Et là, j'ai pu déjà faire le sommet de l'Uruguay, le sommet du Paraguay, le sommet du Chili. Et j'étais sur le sommet de l'Argentine aussi, même si ça passait bizarrement. Bon, on pourra en reparler après. Et voilà, là, c'est le début du projet. J'ai déjà fait 20 sommets. Je me suis aussi arrêté au Cap-Vert pour faire le sommet du Cap-Vert. Le capitaine a bien voulu faire un petit détour rien que pour ça. Mais voilà, ça c'est le projet. Et je suis parti pour longtemps. Après, je vais faire toute l'Amérique du Sud. C'est l'idée. On va voir comment on peut continuer tout ça, financer tout ça. Et ensuite, dès que j'ai fini ma phase Amérique du Sud, Transpacifique vers l'Australie, en essayant de passer par les îles du Pacifique et les pays là-bas et continuer à faire des sommets, voyager, rencontrer et apprendre surtout. Pour ça que là, on enregistre en speed parce que Alex, il n'a pas prévu de rentrer en Belgique dans les 2 prochaines années. Donc, on enregistre ici parce que même s'il a son bus bientôt, on fait ça rapidement. On va rentrer direct dans le vif du sujet sur l'Amérique du Sud. Moi, j'ai envie d'être plongé dans ce que c'est une ascension. On va commencer par parler de celui du Chili. Je crois que tu as fait récemment. Ouais. C'est le dernier que tu as fait avant de venir à Rio. Celui du Chili, c'est le dernier que j'ai fait. Du coup, vraiment, 2 jours avant le carnaval de Rio, j'étais au sommet du Chili. Et puis, on est redescendu, on a fait du stop, on est arrivé et on a pu directement revenir sur Rio tout juste. C'était vraiment, ça s'est joué à 5 minutes pour qu'on puisse arriver en temps et en heure. Mais le dernier sommet, c'était celui du Chili. Il s'appelle Ojos del Salado. C'est le plus haut volcan du monde aussi. Il est actif. Il est à 6900 mètres, exactement 6893 mètres. Et ouais, c'est quelque chose d'assez fou. Je l'ai fait après l'Aconcagua, qui est le sommet de l'Argentine. Du coup, j'étais déjà bien au niveau acclimatation. Et on l'a fait en 5 jours avec un pote qui s'appelle Charlie, un Anglais. Au lieu de... Normalement, ça prend, on va dire, 12 à 14 jours pour faire ce genre de sommet. Et ouais, c'est quelque chose. Là-bas, le sommet du Chili, c'est au milieu du désert de l'Atacama. C'est le désert le plus sec, le plus aride au monde. Il y a très peu de précipitations, il n'y a pas de rivière. Et c'est au milieu de nulle part. C'est pas du tout touristique. Du coup, tu arrives là-bas, tu poses ta tente et tu dois arriver avec toute ta logistique, toute ta bouffe, toute ton eau. Jusqu'à ce que tu arrives vraiment haut dans le sommet où tu peux avoir un peu de glace pour faire fondre dans ton réchaud. T'as pas d'eau, du coup tu arrives avec 30-35 litres que tu dois te trimballer en plus de tout ton matériel et toute ta bouffe. Du coup tu fais ton ascension avec, je sais pas, t'as plus de 50 kilos. Plus de 50 kilos par personne. Et là on a dû se débrouiller parce que t'arrives là-bas, tu dois traverser tout un désert, il y a presque 40 km à traverser, mais avec tout ça, c'est impossible. Du coup, tu essayes de trouver des 4x4 là-bas qui pourraient t'amener jusqu'au camp, au refuge d'altitude. Et puis de là, tu dois faire des portages entre les différents camps. Du coup, tu fais un jour, tu vas avec toute ton eau et ta bouffe, puis un jour, tu viens avec tes affaires, et puis tu es à ton camp. Puis tu fais on va dire comme ça, des jours de portage, où en fait, tu fais des allers-retours, mais tu es à 5000, 6000 mètres d'altitude, et puis tu es prêt pour le dernier jour. Et là, on a réussi à aller jusqu'au sommet, à 6893 mètres. Et c'était complètement fou. Les paysages, t'as l'impression d'être sur Mars, d'être seul sur Mars. C'est très aride en fait. C'est très haut, mais très aride. Magnifique. T'as de la neige quand même en haut du sommet au Chili?
J'imagine, oui, quand même. Normalement, non, mais là, on était dans une partie de la saison où il y a un hiver en Bolivie et de temps en temps, il y a un peu de précipitation. Du coup, il y avait de la neige sur les sommets des volcans là-bas. C'est un plateau où il y a la plus grande concentration de montagnes à 6000 mètres de haut. Du coup, tu es entouré de volcans rouges, bruns, à 6000 mètres de haut. C'est vraiment lunaire, martien. C'est magnifique. Et puis après, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Et là, on a fait la fête. Là, on a célébré tout ça. Et tout on voit qu'on a tous les deux les cernes, ça commence à être dur d'ouvrir les yeux. C'était compliqué. Très compliqué. Ouais, je vois de quoi tu parles. J'étais aussi à San Pedro de Atacama et je vois ce côté. Bon, je suis pas allé à 6800, mais je vois très bien le côté Mars, en mode martien, avec c'est vraiment, t'as l'impression d'être sur une autre planète. Ouais. C'est assez dingue. C'est fou, c'est magnifique, c'est unique. Pourquoi vous aviez besoin de trimballer de l'eau quand vous montez comme ça? Il n'y a pas moyen de trouver des sources ou alors non, de faire. Justement, c'est le désert le plus aride du monde. Et il y a pas, il y a rien. Il y a pas de rivière, il y a pas de source. D'habitude, oui, t'as toujours des petites rivières qui coulent ou alors t'as de la neige assez facilement accessible et tu fonds ta neige dans ton réchaud. Ouais. Mais là, il y avait rien de ça. Du coup, il fallait s'hydrater pendant les premiers jours. Oui. Et c'est seulement le dernier jour dans le dernier camp, le camp 4, où là, tu avais de la neige qui pouvait fondre. Mais voilà, avant, impossible. C'est là, c'est compliqué. Vous avez dû en chier. Ouais. 50 kilos. C'est très lourd, ouais, c'est très lourd. Puis avec, c'est vrai que pour les gens qui sont pas trop dans le monde de l'alpinisme, porter 50 kilos, c'est quelque chose. Porter du poids comme ça, quand vous êtes à plus de 6000 mètres d'altitude, ouais, je peux vous dire que c'est pas le même effort. C'est vraiment... Ouais. Ça pulse, chaque pas, c'est... T'as 2 fois moins d'oxygène, même plus tu montes, t'en as encore moins. Là, je pense que t'as 40% d'oxygène. Ouais. Du coup... Ouais, c'est... chapeau. Continue, moi je veux en savoir plus. Comment t'as prévu de t'organiser? J'ai l'impression que du coup, t'as envie de voyager en stop le maximum possible pour bouger d'un pays à l'autre. Pour quelles raisons? Déjà là-dessus, comment tu vois en fait ta logistique globale sur le projet? Comment tu vas aller d'un pays à l'autre? J'imagine que c'est un projet d'une vie. Ouais. Il y a combien de pays à faire? 160? 197. 197 chez vous. 180. Ah ouais, je viens de Belgique, ça. Bah, on l'a entendu. Ma logistique, j'essaie, oui, en effet, d'éviter l'avion, même si je suis pas contre l'avion, mais j'essaie de tout faire par la route, que ce soit en stop, que ce soit en bus, que ce soit en voiture, n'importe quoi. Mais j'essaie d'éviter l'avion et de prendre des transports en commun un maximum. Pour l'Amérique du Sud, il y a vraiment une temporalité, une saisonnalité, si je peux dire, pour les sommets. Du coup, certains sommets, ils sont pas accessibles à certaines saisons. Du coup, j'ai essayé de calquer tout mon parcours là-dessus pendant la prochaine année et demie. Ouais, et puis en général, voilà, je voyage pour ça par raison écologique quand même, avec un minimum de conscience, parce que si je voyage beaucoup, si je commence à prendre des avions tout le temps et que j'essaie de prôner vraiment la nature, l'environnement, la salubrité sur les montagnes, je veux des montagnes propres et tout ça, j'ai envie de développer des projets en lien avec ça aussi. Du coup, il y a une raison écologique, même si je peux pas être hypocrite parce que je vais quand même devoir prendre des avions et des fois, je reviendrai après, mais j'ai une entreprise de voyage qui s'appelle Tropicalex et les clients qui viennent sur mes voyages, ben, ils viennent souvent en avion, du coup, c'est un peu hypocrite, mais au moins parce que je participe à ça. Mais de mon côté, j'essaye de faire les choses le mieux possible et aussi par question d'aventure et juste parce que tu rencontres tellement de gens et c'est tellement des histoires, tellement d'anecdotes. Rien que le fait que tu prennes la route, tu fasses du stop, tu te retrouves dans des histoires, tu te retrouves dans des situations incroyables. Et aussi, quelque chose que je me suis rendu compte, c'est vraiment ce désir de pouvoir quantifier le monde. Que ce soit quand j'étais en bateau, j'ai vraiment pu me rendre compte, putain, c'est ça de traverser un océan. Ça prend tout ce temps-là, ça prend des semaines et des semaines, et tu vois les paysages défiler, et tu te rends vraiment compte de la taille du monde, et ça te permet de relativiser, et aussi un peu de mettre de l'humilité sur la table, et de te rendre compte, ah ouais, t'es encore plus petit que ce que tu pensais. C'est dans un avion, c'est vraiment, t'arrives dans un endroit, 8 heures après, t'es complètement de l'autre côté du monde, et voilà, en un claquement de doigts. Et là, tu dois, on va dire, mériter ta destination.
Et du coup, j'ai l'impression que tu t'en profites beaucoup plus parce que tu te rends compte de toute la galère que tu as eue ou de tout l'effort que tu as mis pour arriver à ce point-là. Et du coup, c'est pour ces 3 raisons-là que je décide de voyager comme ça et un maximum, quoi. Sur ton projet, il te reste encore beaucoup d'inconnus parce qu'il y a encore beaucoup de pays au niveau logistique, tu sais pas tout. Ouais. Est-ce que tu as en tête quand même des pays où tu te dis ça va être compliqué, tu trouveras les réponses probablement plus tard? Moi, c'est vrai qu'en discutant avec toi, j'ai compris, par exemple, on avait parlé d'aller au Suriname pour faire le sommet du Suriname, sauf que malgré que ça soit un sommet qui est pas très haut, c'est très très difficile d'accès, donc finalement on pourra pas le faire là-dessus. Tu m'as dit aussi, tu m'as parlé de l'Afghanistan, j'avais aucune idée, mais il y a un sommet à 7500 en Afghanistan. Mètres, ouais. Pareil, d'un point de vue géopolitique et tension, ça va être choisir le bon moment pour le faire. Est-ce que tu as d'autres pays comme ça où tu sais que ça va être compliqué? Je pense la Corée du Nord, par exemple, en termes de visa, autorisation pour y aller. Quels sont un peu les pays où tu penses que ça va être le plus difficile parce que c'est des très hauts sommets? Il y a par exemple l'Everest, c'est très compliqué. Surtout que t'aimerais bien tout faire sans oxygène, si j'ai bien compris. C'est l'idée. On verra comment je me sens et à quel point je suis prêt pour ça. Mais ouais, l'idée c'est de faire ça, de bien sentir la douleur et l'effort comme il faut. J'ai envie de mériter ça. J'ai envie de mériter toutes ces montagnes et je préfère rater et recommencer de la bonne façon que d'y arriver, mais en ayant un petit peu ce sentiment d'inaccompli, de pas avoir fait le truc à 100%. Même si faire déjà ces montagnes-là avec de l'oxygène, c'est un truc de taré. Mais quitte à y aller, autant y aller à fond, quoi. Mais du coup, niveau montagne compliqué, comme tu le dis, le Suriname, je pars maintenant. Dans 1 heure, je pense, j'ai mon bus. Et là, on part pour le Suriname avec Charlie, le gars avec qui j'ai fait le Chili. Et ça, c'est très, très compliqué logistiquement parlant. C'est très, très cher. C'est une montagne à 1200 mètres de haut, mais il n'y a personne qui va là-bas. C'est au milieu de la jungle du Suriname. Tu dois avoir des autorisations spéciales. Tu dois y aller avec des hélicoptères. Tu dois te faire larguer dans la jungle. Il y a presque pas de data là-dessus. Du coup, c'est vraiment, t'arrives, on a nos kayaks qu'on prend avec nous, on a toute notre bouffe, tout notre matériel, et c'est 25 jours dans la jungle à essayer de redescendre une rivière, s'arrêter, traverser la jungle la plus dense du monde, et se faire un passage là-dedans, monter, redescendre et pouvoir communiquer dans la jungle pour pouvoir se faire relifter après. Du coup, c'est très compliqué, ça peut vite partir en sucette. Mais sinon, Corée du Nord, t'en parlais. Corée du Nord, normalement, ça aurait dû être compliqué, mais tu peux quand même aller visiter ce pays-là. Et t'as genre 5-6 activités ou lieux que tu peux visiter. Et là-bas, le mont Paktu, qui est le mont le plus haut, c'est un lieu sacré. Et celui-là, tu peux le visiter. Du coup, c'est marrant parce que... Enfin, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, ouais, il y a tout ce qui est Turkménistan, Afghanistan. Afghanistan, en plus d'être compliqué d'y aller en général et dans ces régions là-bas. En plus de ça, c'est 7500 mètres et il y a zéro infrastructure, pas comme sur l'Everest où tu as des camps de base de chic. Là, tu vas en style alpin avec ta petite tente, tu dors à 7000 mètres et c'est hyper compliqué. Et puis, tu as d'autres pays, par exemple, Tuvalu, c'est 5 mètres. Mais c'est une petite île, on sait pas trop c'est où, c'est pas sur l'île. Physiquement, ça va le faire, tu crois? Physiquement, ça va le faire, mais c'est compliqué d'y aller parce que tu dois y aller. Tu dois trouver un voilier depuis l'île principale de Tuvalu où il y a personne qui va dessus et essayer de trouver la route vers ce point qui est pas vraiment déterminé exactement. Ouais, il y a plein de sommets, ça dépend de la nature, ça dépend de la situation géopolitique, ça change. Des fois, t'es en mode, j'ai envie d'aller là, mais tu dis bon, peut-être dans 10 ans. J'y retournerai quand ça ira peut-être mieux, peut-être que ça ira jamais mieux. Et puis il y a des nouveaux pays qui vont se créer, il y en a qui vont disparaître. On n'en sait rien. Les pays, le Soudan du Sud, c'est tout nouveau, des trucs comme ça. Et voilà, il y a beaucoup d'inconnus. Et il y a une grosse inconnue où là, c'est sûr que pour le moment, c'est compliqué. C'est au Bhoutan. C'est un très très haut sommet aussi à 7500 mètres. Mais tout ce qui est au-dessus de 6000 mètres au Bhoutan est considéré sacré par le gouvernement et en général la religion bouddhiste. Si je dis pas n'importe quoi. Et du coup, personne n'a jamais monté cette montagne. Ça n'a jamais été fait et il n'y a pas possibilité d'accès pour le moment. Mais ça peut évoluer, ça peut changer. On verra. Il y a plein d'inconnus, mais petit à petit, les choses se débloquent. Il y a quelques semaines, tu étais sur l'Aconcagua, qui est le plus haut sommet de l'Amérique. Même de l'Amérique, je crois. De tout sauf l'Asie.
Donc, ok, donc c'était un des plus hauts sommets du monde. T'es parti pour le grimper, donc t'as organisé l'expédition. Pour ceux qui connaissent moins l'alpinisme, je pense que c'est un très bon exemple pour montrer, on va dire, la dure loi de la cordée en alpinisme, où tu montes pas tout seul. Tu peux monter tout seul, mais pour le coup, il y a des fois tu montes en cordée et ça peut se passer que tu contrôles pas tout. Ça ne dépend pas que toi. Est-ce que tu peux raconter ton expérience à la Concagua pour illustrer justement ça? Mais c'est pas vraiment le principe de cordée, mais c'est juste que tu pars en groupe. Et là, j'étais parti avec des guides cette fois-ci. C'est pour ça que le Chili, j'ai voulu le faire tout seul après. Et les autres montagnes, en général, je les fais tout seul parce que là, t'es dépendant de rien. Et là, j'ai pris un guide parce que c'était un peu une de mes premières expériences. Ça fait pas longtemps que je suis dans la montagne, j'y connais rien au final. Mais j'ai envie de le faire, du coup, je me donne les moyens maximum, mais j'y connais rien. Et c'était ma première expérience. Là, on parle de 7000 mètres, quoi. Du coup, j'avais envie de partir avec une expédition avec des guides pour pouvoir apprendre un maximum et pouvoir transposer ce que j'aurais appris sur les futures expéditions. Et là, on est parti avec un groupe de 7 ou 8. Et déjà, ça, petit à petit, au fur et à mesure que tu montes, tu perds des coéquipiers, on va dire. Du coup, on a perdu un gars, puis on a perdu un deuxième gars. Quand je dis perdre, c'est qu'ils abandonnent ou qu'ils doivent partir pour une raison ou l'autre. Et puis le dernier jour, le jour du sommet de Push, c'est le jour le plus compliqué. C'est là où tu vas vraiment aller chercher au fond de toi, où tu as une journée de 20 heures et t'es complètement mort. T'es à 7000, tu vas jusqu'à 7000 mètres et c'est super compliqué. Et là, on a perdu 2 gars. Et puis, quand t'as des gars qui descendent sur le sommet de Push, t'as un guide qui doit redescendre avec eux. Et ce qui s'est passé, c'est que après, au fur et à mesure de perdre des gars, on s'est retrouvé avec plus qu'un guide pour 3 personnes. Et là, on était dans la dernière partie, il restait 200 mètres pour le sommet. Et on était plus que 3, et un des 3 gars, il en peut plus, il commence à faire n'importe quoi, il part dans les mauvaises directions, il sait plus marcher, il est complètement épuisé et il sait plus avancer. Et il y a beaucoup de risques à cette altitude-là. Tu peux faire des œdèmes, tu peux faire, il y a une mort juste 3 jours avant nous, crise cardiaque là-dessus, et dès que tu commences à perdre de l'oxygène et que tu fais un peu n'importe quoi, là, il faut redescendre. Et il restait un guide, on doit tous redescendre ensemble, du coup, on a essayé de pousser le gars un maximum, et puis on s'est arrêté dans un petit endroit pour s'abriter, et puis on a fait, on doit tous redescendre parce que lui doit redescendre. Et là, tu vois le sommet, il est juste là, il est à 200 mètres, et tu dois descendre si près du but, même si tu sais que t'étais bon, que t'étais fit pour le faire. Et du coup, c'est un petit peu la dure loi, mais ça fait partie du truc. Et sur le moment, c'est très frustrant, surtout que t'investis beaucoup aussi là-dedans, de ta personne, financièrement parlant aussi. Mais après, pour moi, toutes les choses arrivent pour une bonne raison. Et si ça s'est passé comme ça, que c'était pour une bonne raison. Et de toute façon, je vais y retourner sur la Concagua. Cette fois-ci, j'y retournerai tout seul. Et voilà. Mais ouais, c'est la dure loi de la montagne. Quand la montagne veut pas, quand les circonstances veulent pas, c'est que c'est pas le moment, il faut accepter ça. Et c'est pas la première que je dois recommencer, et ce sera sûrement pas la dernière. Tu parlais d'une anecdote là avec François, avec Franck Lamachette, que j'ai écouté d'une oreille tout à l'heure. Soit celle-là, soit une autre anecdote un peu qui t'a marqué ou qui t'a fait peur ou qui t'a surpris. Est-ce que tu peux nous raconter? Cette anecdote-là, ouais, c'est ça. J'avais déjà été au Suriname. Et avec Franck Lamachette, François, mon pote. C'était quand tu étais avec Franck et Thomas. Franck et Thomas. On revenait de notre expédition dans la jungle au Suriname. Et lui, il partait en Guyane française. Et avec François, on se disait, on va aller au Guyana, dans le pays d'à côté, parce qu'on a envie de connaître ce pays-là. Du coup, on a été en stop jusque-là. On est parti de Paramaribo, puis on a dû traverser la rivière frontière. Et puis, on est arrivé à Georgetown. Et là, j'arrive. Première nouvelle, déjà, ma grand-mère est décédée. Du coup, tous les plans changent, je dois rentrer en Europe, tout ça. Mais j'ai encore 3 jours avant mon vol, le vol le plus tôt que j'ai pu prendre à ce moment-là. Et du coup, on va quand même visiter la ville et toute la journée, on marche, mais on est un petit peu, comment dire, dans un mood un peu spécial. Et puis le soir, on décide d'aller se poser dans le seul endroit de luxe qu'il y a à Georgetown. Pas de luxe, mais confortable, parce que c'est vraiment, je pense, c'est la pire ville au monde que j'ai jamais faite. C'est n'importe quoi, tout est dégueu, les gens sont fous, c'est vraiment un dépotoir et tu te sens pas en sécurité. Et là, on a été se poser à la fin de la soirée, il était genre minuit, juste pour boire un verre dans cet endroit-là. C'était le Marriott Hotel, je pense.
Et après, on voulait rentrer chez nous, mais il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de moyen de rentrer nulle part. Du coup, on se dit, on va aller à pied. Je le sentais pas trop. Il y avait une ambiance bizarre dans la ville, mais on a quand même fait. Et là, on a dû traverser toute la ville à pied. On a dû passer par des quartiers chauds. Et là, on s'est fait courser par toute une bande. Ils voulaient prendre notre truc. On s'est fait attaquer à la machette. C'était violent. On s'était fait attaquer à la machette pour prendre nos passeports, la thune, les téléphones. Au final, moi, j'avais ma petite pochette secrète. On n'a rien su me prendre, mais François, on lui a arraché tout et tout. Je suis reparti en courant. On s'est réfugié dans un restaurant chinois. On a demandé de l'aide et là, il y a un petit bonhomme chauve. Il est arrivé après et 30 minutes plus tard, il était tout vénère. Il est revenu avec les passeports, les chics, les tchaks, les machins. Et ils voulaient tous les buter, quoi. Et c'est des petits jeunes qui font souvent ça dans la région, mais ouais, il y a toutes des histoires comme ça. Et en stop aussi, j'ai fait Athènes jusque la Belgique et le but c'était de faire ça avec 0 € et de traverser toute l'Europe en passant par l'Albanie, Serbie, Monténégro, tous ces pays-là, paf, 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 et remonter jusque chez nous. Et c'est tout le temps des histoires de fous. Tu rencontres plein de gens et c'est juste magnifique, quoi. Et c'est pour ça qu'on voyage aussi. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a vraiment marqué, là, peut-être en Amérique du Sud, par exemple? Mais toi aussi, tu me marques, Alex. Coupez la caméra, coupez. Arrête, viens ici. Viens ici. Une rencontre, un moment, un souvenir qui t'a marqué sur ce voyage-là ou un autre. Peut-être une rencontre improbable. Je sais qu'à un moment, j'ai vu sur une de tes, tu peux parler de celle-là ou d'une autre, sur une de tes stories, que tu étais monté avec un gars qui t'avait accueilli. C'était la première fois qu'il montait le plus haut sommet de son pays. Ah ouais, et finalement, il a dit, faut que j'appelle ma femme et que je lui raconte parce qu'elle va jamais me croire. Ah ouais, non, en fait, j'ai eu beaucoup de rencontres. À chaque fois, j'ai eu des super belles rencontres. Pour le sommet du Paraguay et de l'Uruguay, en fait, je suis arrivé au Paraguay pour mon premier sommet. Et là, j'ai été hébergé sur une famille que j'ai rencontrée là-bas 2 ans avant en faisant du stop avec ma maman au Paraguay. Et du coup, je les ai rencontrés là. On est resté en contact. Ils m'ont invité chez eux. Et je leur ai dit, venez, j'ai une surprise. Je vous emmène en aventure. Et là, je les ai emmenés pour faire l'ascension du sommet du Paraguay. Et c'était vraiment marrant. Et c'était fou comme directement, ça les a inspirés. Ils se sont rendus compte en mode, putain, c'est trop bien les aventures, des trucs comme ça. Et ils ont tout d'un coup l'envie de faire plein de petites aventures. Et pour le sommet auquel tu faisais référence, c'était en Uruguay. Et là, c'était un vieux monsieur de 70 ans avec 2 bypass que j'ai rencontré comme ça et qu'il voulait bien m'amener sur ce sommet-là. Et finalement, je lui ai dit, allez, viens avec moi, on va sur la montagne de l'Uruguay. Et c'était tout petit, tout ridicule, c'était marrant, mais comme c'est un vieux monsieur et qu'il a des problèmes de santé, on s'est super bien entendu, on chantait dans la voiture, on avait pas mal de routes, c'était génial. Et puis, il appelle sa femme au sommet en chérie, tu croiras jamais ce qui s'est passé. Regarde où je suis. Et c'était trop mignon, on était là, il était trop content d'être monté sur le sommet de l'Uruguay et d'avoir fait sa marche de l'année, quoi. Et c'est que des rencontres comme ça. Donc là, tu vas au Suriname. Après, tu vas en Asie. Après, je vais en Océanie. Donc, tu comptes traverser le Pacifique en bateau stop? Ouais. C'est ouf. Mais je vais rater la saison là avec ce que j'ai. Du coup, je vais attendre une autre année ici et je vais m'occuper en faisant des montagnes dans la région, quoi. Ok. Et tu peux peut-être faire l'Amérique du Nord en attendant? Je vais faire Amérique centrale et puis l'Amérique du Sud aussi qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Je pense que c'est le continent le plus compliqué. Guyane française, Suriname. Parlant, c'est le plus compliqué, même s'il n'y a que 12 pays. Ouais. C'est le plus compliqué. Tu vas pas t'ennuyer, même si tu dois attendre la prochaine saison des traversées du Pacifique. Il y aura de quoi faire. Tu auras de quoi faire. Il y aura de quoi faire. Et comme ça, je peux revenir au Carnaval de Rio. Carnaval de Rio, partie 2. Partie 2, exactement. Putain. Je comprends, ça donne envie. Si ça te va, est-ce qu'il y a une anecdote, un sujet dont tu as envie de parler là tout de suite? Ou est-ce qu'il faut que tu partes faire tes affaires, faire ton bus? Mais écoute, des anecdotes, il y en aura des milliers, mais je pense qu'on va se revoir et que j'en aurai encore plus à te raconter et que en tout cas, on a passé un chouette moment. Et n'hésitez jamais à voyager. Et si j'ai un truc à vous dire, c'est si vous avez des peurs, c'est là qu'il faut aller. C'est une direction, c'est une porte à ouvrir. Du coup, quand vous avez peur, c'est exactement là où votre cœur, au final, vous dire, du coup, suivez tout ça et n'ayez jamais peur de rêver grand. Voilà, tout ce que j'ai à dire.
Magnifique phrase de fin. Écoute, je te dis bon courage pour toutes tes aventures. Merci à toi. Oh, tá, mabo, porra caralho. On se recapte dans 2 ans, soit en Belgique, soit en France, Soit n'importe où. soit n'importe où. Et puis, mais ouais, on verra. Moi, mes projets sont encore flous pour la suite, mais je suivrai tes aventures et peut-être que les chemins se recroiseront dans une autre partie Mais du oui, monde. j'en suis sûr, j'en suis sûr. Merci Alex. Merci Je te laisse mon faire tes kiki. affaires. Ah ouais. Des bisous. Et let's go. Ciao. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à m'écrire un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer. Et s'il y a des invités que tu aimerais entendre sur ce podcast, tu peux m'écrire sur Instagram, Kylian en stop, ou ici en commentaire. Je vous dis à très vite, dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao!